Bonjour à tous. Vous avez vu que le titre est horrible, hein, on n'arrive pas à le lire, mais globalement, je vais vous parler de forêt, de HAP et de René Coffort, bien sûr. Et vous voyez que mon nom est en dernier, hein, je suis Jérôme Poulnard, et c'est pas un hasard parce que de la liste des gens qui sont là, je suis sans doute le moins compétent, puisque les gens qui me connaissent savent que en fait, je suis pédologue, je travaille sur des environnements plutôt passés, plutôt très vieux, et je ne suis pas un spécialiste ni des HAP ni de la forêt. Mais il n'empêche que je suis là, et si je suis là, c'est parce que comme toujours, il y a une histoire scientifique qui explique ma présence ici. Cette histoire, c'est quoi? C'est deux labos, un laboratoire de chimie de l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est important le Mont-Blanc chez nous, un laboratoire de chimie, c'est des vrais spécialistes, eux par contre, des polluants organiques persistants dans l'atmosphère, dans les eaux, dans les sols, c'est des vrais hommes du métier de la chimie environnementale. Et puis mon labo, le labo Editem, qui est un laboratoire qui a à peu près rien à voir, qui travaille en géosciences et qui travaille notamment sur les archives naturelles. Notre métier, c'est d'essayer de reconstituer des dynamiques historiques de très long terme, notamment, et notamment dans les milieux de montagne. Okay. Donc a priori, deux univers scientifiques très différents. Et on boit des coups ensemble, vous savez que ça commence comme ça, et on décide de faire des manips ensemble pour essayer de croiser les deux approches et d'essayer de reconstituer de l'histoire des polluants, ça c'est les compétences de nos collègues, avec nos approches utilisant des archives naturelles. Et on fait ça sur différents polluants, on fait ça sur différentes matrices, notamment des sédiments de lacs et des stalagmites, et on montre par exemple pour les HAP qu'il y a une explosion des teneurs en HAP à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, au moins dans les forêts alpines, et puis qu'il y a un maximum de HAP dans les sédiments de lac correspondant aux années 1930-1950. Okay. Très bien, on a des résultats intéressants, mais pour décrire la dernière période, la période la plus récente, là, les 20-30 dernières années, honnêtement, nos stalagmites, nos sédiments de lac, ils n'ont pas une résolution suffisante. Et donc on se dit, si on veut être un peu plus résolu sur ce qui se passe sur la dernière période, eh ben on va aller voir d'autres gens, d'autres types d'archives. Alors, ce n'est pas une archive, René Coffort, hein, mais nous, on a voulu l'utiliser comme ça. On a contacté Emmanuel et on s'est dit, on va utiliser René Coffort, le réseau, mais surtout les échantillons que vous avez stockés pour essayer de faire cette rétro-observation environnementale, retrouver l'histoire des polluants du passé. Et on a essayé ça dans le cadre d'une thèse avec notamment un financement de l'ADEME. Alors, quelques mots sur les HAP. En fait, Anne a fait un super exposé, donc je vais être encore plus rapide. Vous avez compris que c'est une famille des polluants organiques persistants. Ils sont chimiquement super compliqués, ils ont des cycles aromatiques, mais ce que je peux rajouter simplement à ce qu'a dit Anne, c'est que, ok, c'est une famille, il y en a qui ont plutôt 2-3 cycles aromatiques, puis il y en a qui sont plus compliqués, et ceux qui ont moins de cycles, on les appelle les légers, ceux qui en ont de manière intermédiaire, 4-5 moyens, et puis 6 les HAP lourds. Ce n'est pas très important parce qu'ils ont à peu près les mêmes propriétés, ils sont peu solubles, peu volatiles, mais quand même, les plus lourds sont les plus difficiles à bouger, quoi, et ils sont les plus persistants. Anne l'a dit, certains de ces polluants sont cancérogènes, génotoxiques et mutagènes pour l'homme avec des concentrations très faibles, et c'est évidemment ce qui explique leur intérêt. Elle a précisé quelles étaient les conditions en fait, d'émission de ces HAP. Bon, vous retenez, c'est essentiellement des combustions incomplètes de matière organique, à la fois des très jeunes matières organiques, du bois, mais aussi du charbon, du pétrole. Et c'est ça qui émet ces HAP, qui vont dans l'atmosphère, qui peuvent rester en phase gazeuse, mais qui peuvent se sorber sur des particules, et tout ça retombe au sol, soit à l'état sec, soit à l'état humide. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe en forêt? Il y a une vieille idée qui dit, en forêt, la circulation atmosphérique est évidemment extrêmement perturbée, il y a des surfaces spécifiques extrêmement fortes, et donc on va avoir une amplification de la quantité de polluants organiques persistants qui vont tomber en forêt. Et donc, la forêt pourrait être vue comme un puits, un capteur des HAP atmosphériques. Alors ça, c'est une vieille idée, hein. Vous voyez que la publi un peu fondatrice de cette affaire, c'est une publi de Nature, et on a dit ce matin que les grandes revues, c'était sérieux. Donc, importance de la végétation pour piéger les HAP dans l'atmosphère.
Donc c'est quelque chose qui a été mis en évidence il y a relativement longtemps, mais quand on fait le bilan biblio depuis donc 94, on voit des résultats extrêmement divergents. Quand on fait un bilan en disant mais bon, la forêt elle capte quoi? Eh bien on voit des valeurs extrêmement fortes, alors notamment pour les sites qui sont proches des zones d'émission, et puis on voit des valeurs très faibles, notamment pour la zone un peu éloignée. On a voulu en avoir un peu le cœur net en utilisant les échantillons de René Cofford. Deuxième aspect, on a vu que ces polluants aromatiques, ils sont hydrophobes, et donc ils ont une affinité très forte pour les substances lipidiques. Et donc il y a une vieille idée qui dit qu'ils s'absorbent préférentiellement sur la cuticule des feuilles. Et qu'une mise à l'équilibre se fait entre les polluants de l'atmosphère et les polluants au sein des feuilles. Et ça a donné l'idée que la végétation, les feuilles, enfin la végétation forestière en général, pourrait être un indicateur de la qualité de l'air. Là encore, une vieille référence 89, les aiguilles de pin comme enregistreurs de la pollution atmosphérique. Mais là encore, depuis cette époque, on lit dans la littérature des résultats très divergents. Deux exemples. Un exemple en Allemagne, là, vous voyez, 2006, où on voit des teneurs en HAP qui décroissent très rapidement au cours du temps. Hein. On commence à 95, on finit à 2004. Et une publiée l'année dernière, qui vient de sortir donc, et qui au contraire montre un résultat complètement opposé à l'échelle mondiale, plutôt une augmentation des concentrations en HAP dans les feuilles des forêts. Alors évidemment, on a voulu en avoir le cœur net en utilisant René Cofford. Alors comment on a fait ça? Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a choisi un nombre de sites qui est pour l'instant très très faible, ce qui explique qu'on est quand même très embêté par la variabilité entre les sites, et donc on va avoir des grosses difficultés à essayer de dégager les pilotes de la variabilité. Mais bon, c'est déjà un début. On est allé récupérer à la pédothèque. Donc là, c'est vraiment un travail d'aller... Notre archive, c'est ça, hein, c'est la pédothèque. On est allé récupérer les feuilles des différentes campagnes, donc depuis 1993 jusqu'à 2011. On est allé récupérer des couches holoorganiques. Hein. Moi, je dis encore humus. Hein, mais... et on est allé récupérer les échantillons de sol de la première campagne, et puis de la campagne là, depuis 2007-2012. Les collègues chimistes, ils ont fait leur truc de chimiste, ils avaient 250 échantillons, c'était des feuilles, c'était des sols, ils ont essayé plein de trucs pour que ça soit propre. Ils ont surtout testé s'il y avait eu un effet du stockage et de la conservation sur les valeurs de HAP mesurées. Bon, ils ont fait ça bien, on a étudié la variabilité, je ne rentre pas dans les détails. L'idée quand même, c'est que c'est quand même pas simple hein, de doser proprement des HAP dans des échantillons conservés comme ça, et puis qu'il y a une variabilité intrasite qui est très très élevée. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bon, globalement, quand on regarde, on voit à peu près des concentrations qui sont de l'ordre, on va dire, de 100 nanogrammes par gramme un peu partout. Et puis, de temps en temps, sur une parcelle, bon là, il y a un exemple, c'est la parcelle pin maritime landaise, une explosion des concentrations HAP, hein, c'est-à-dire des valeurs qui sont 10, 20 fois ce qu'elles sont dans les autres situations, dans les autres parcelles et aux autres époques. Et donc, quelque chose qui semble, a priori, un peu chaotique. Bon, évidemment, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on expliquait ces valeurs-là. Alors, selon les cas, c'est évidemment différent, mais si je prends l'exemple de cette parcelle-là de pin maritime, comment on a essayé d'en savoir un peu plus? On est allé regarder le profil de HAP. Alors, ce truc, c'est quoi? C'est ce graphe-là du milieu. On prend les HAP les uns après les autres, on les range du plus petit au plus grand, et puis on regarde la proportion relative de ces HAP, pour savoir qui est-ce qui pèse. Est-ce que c'est les légers, est-ce que c'est les moyens, est-ce que c'est les lourds? Et ça nous permet de faire ce profil, et les gens... Alors, il ne faut pas trop interpréter à fond quand même la capacité de ce profil à préciser les sources. Il y a des limites à ça, mais quand même, ça permet de dire ça, c'est quand même une combustion récente de ligneux. Allez, soyons clairs, c'est un feu de forêt qu'on vient d'enregistrer là. On a enregistré un feu de forêt, mais des feux de forêt dans la forêt landaise ou dans les forêts françaises, il y en a beaucoup en fait qu'on n'a pas enregistré. Ce qui montre bien que là, on a enregistré un feu relativement local. On devait être plus ou moins dans le panache de fumée. Bon, on a un problème quand même pour répondre aux questions que j'ai posées tout à l'heure, c'est qu'on a des événements ponctuels qui peuvent perturber les choses. Maintenant, si on enlève ces cas-là, on essaie de garder que ceux qui ont des sites à peu près sans ces extrêmes. On refait notre opération où on classe les HAP les uns après les autres et on regarde globalement à l'échelle de la France la signature qu'on a et on voit qu'on a une signature qui est tout à fait la même, hein, dominée par les HAP légers et notamment
le phénanthène, là, le troisième, c'est la même signature que ce que les atmosphériciens mesurent aujourd'hui dans les sites dits du bruit de fond, c'est-à-dire là aussi éloignés des sites ponctuels. Donc, le site René Cofford, enfin les quelques sites qu'on a étudiés, enregistrent finalement qualitativement pas mal les HAP présents aujourd'hui dans les sites de fond. Et quantitativement, là encore, quand on élimine les cas extrêmes, eh bien on voit que depuis 1993 jusqu'à 2011, on a une diminution significative des concentrations en HAP dans les feuilles des forêts françaises, et que cette diminution-là, elle est exactement de la même ordre de grandeur, elle suit le même trend que la diminution des émissions de HAP dont Anne a parlé tout à l'heure, avec une diminution notamment liée aux diminutions liées aux combustions de charbon. Ok, donc la forêt, indicateur de la qualité de l'air d'une certaine manière, en France, dans les sites ruraux, la réponse est oui, mais attention, on a une forte variabilité et on a des sites avec des pollutions ponctuelles, notamment des feux de forêt, qu'il faut savoir corriger. Deuxième aspect, alors là on a été plus osé avec nos 14 sites, mais on peut se permettre, on est entre nous. On s'est dit on va carrément essayer de faire un bilan pour essayer de voir finalement qu'est-ce qu'elle a capté cette forêt. Donc on fait un calcul qui est un peu gonflé, on prend nos valeurs, on regarde les flux liés aux chutes de feuilles, on regarde à l'échelle de la France. On voit que les flux induits par les chutes de feuilles, c'est de l'ordre de 100 mg par hectare et par an. Et quand on regarde ce que ça représente en termes de fixation des forêts françaises, on voit que ce n'est pas grand-chose. Alors attention, ça ne désigne évidemment pas les forêts qui sont proches des zones d'émission, mais les forêts qui sont éloignées des zones d'émission, c'est-à-dire le bruit de fond. Et puis, il y a un certain nombre de flux que, objectivement, on n'a pas très bien mesuré. Donc cette valeur, elle est sans doute très sous-estimée, mais l'ordre de grandeur, en tout cas, on est plus proche du 1% que du 50%. On a quand même regardé ce qui se passe un peu dans les humus et dans les sols. Bon, si je fais simple, dans les humus, on voit que là, par contre, on n'a pas que des légers, on a aussi des moyens, et que les ordres de grandeur de stock, cette fois, pas de flux, mais de stock, sont de l'ordre de 10 à 100 fois le stock, enfin le flux annuel que l'on a constaté tout à l'heure, avec des concentrations et donc des stocks très importants dans les morts, beaucoup plus faibles dans les moules. Et quand on regarde ce qui se passe dans les sols, là encore, on a au moins un facteur 10 à rajouter. Et là, c'est très simple, le stock de HAP dans les sols, il est complètement conditionné par le stock de matière organique. C'est le stock de matière organique qui pilote le stock de HAP. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces stocks-là, ils ne peuvent pas être expliqués par les flux que l'on mesure aujourd'hui. Et on retrouve finalement notre information. Nous, on sait bien, on l'a vu dans nos stalagmites, on l'a vu dans nos sédiments, que le moment où des HAP dans la forêt, il y en avait un maximum, c'était peut-être la période de charbonnage, pour faire du charbon de bois. C'était peut-être la période où en fait on faisait essentiellement au début du XXe siècle de l'électricité en utilisant du charbon, et qu'on est aujourd'hui dans une phase où cet effet de pluie des sols est plutôt en voie d'atténuation. Donc l'effet de mémoire des sols de ces pollutions atmosphériques anciennes. Alors, bilan sur René Cofford, vous voyez qu'on a essayé d'utiliser René Cofford de manière un petit peu différente. On est au début d'une histoire, hein, c'est évident. Hein. Ces résultats sont très partiels et mériteraient évidemment d'être complétés. Mais l'idée de base de l'utiliser comme une archive permettant de la reconstitution de la dynamique des polluants, je crois que c'est possible. On a essayé de le faire, on y arrive plus ou moins, et je crois qu'il y a encore vraiment des choses à faire là-dessus. On doit évidemment utiliser sans doute beaucoup plus de sites pour mieux comprendre comment les choses se passent. Je le répète, c'est un début. Et puis, les couplages que j'évoquais avec nos archives plus traditionnelles chez nous, les stalagmites, les sédiments de lac, on doit les affiner pour essayer de pouvoir reconstituer les choses de manière plus globale. Philosophiquement, par contre, sur René Cofford, moi, l'idée que je voulais aussi vous faire passer, c'est de dire, vous faites un effort considérable, certes, pour aller faire vos mesures, mais vous faites aussi un effort considérable dans la collecte des échantillons, leur archivage. On utilise maintenant un terme horrible qui s'appelle la bancarisation. Bon, on s'en fout du terme, mais par contre, cet effort-là que vous faites sur les échantillons, eh bien, ils peuvent payer à long terme. Là, on fait des HAP, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, on fera un truc auquel on ne pense pas aujourd'hui, mais cet effort de conservation des échantillons, c'est à mon avis une plus-value
de René Coffort, comme du RMQS par exemple, hein, et ne pas oublier cet effort de pédothèque. Voilà.